Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gars de vous retrouver. Je le sais, un petit peu en retard, quasiment 24 heures de retard, c'est beaucoup, mais je n'ai pas pu faire le débrief d'hier, impératifs familiaux à gérer, donc je suis de retour, non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour parler de la victoire 24 heures après de l'Olympique lyonnais contre Nantes, victoire qui fait extrêmement plaisir, même si, qu'est-ce que ça a été difficile. Pop, les amis. Je pense que pour vous, c'est pareil. Quelle souffrance. Mais parfois, les victoires comme ça, un petit peu à l'arraché dans la souffrance, c'est les plus belles parce que ça va encore plus loin que le foot. C'est plus que du rapport au ballon, c'est la mentalité, c'est du fighting spirit, c'est du courage, l'abnégation. Et quand en plus tu es à 10 contre 11 durant quasiment 35 minutes, avec les 9 minutes de temps additionnel de Monsieur Vernis, là encore quel sketch, on en parlera après. Mais franchement les amis, quelle fierté, parce que quand on se rappelle d'où on vient, en août 25, j'étais là face caméra devant le micro à vous dire les amis, je suis sceptique, on va finir en Ligue 2, j'y croyais vraiment, parce que pour moi il y avait tellement d'indicateurs négatif qu'on devait finir en Ligue 2. Et 7 mois plus tard, les amis, je fais un débrief devant vous à la 21e journée pour vous dire que l'OL n'est pas 4e, mais l'OL est 3e temporairement parce qu'on a battu Nantes et qu'on passe devant de une Marseille et qu'on met à 9 points, oui, on met à 9 points ce soir, le 5e qui est Lille. Pour moi, les amis, dans mon langage simple, ça veut dire que l'OL prend aujourd'hui une option, c'est le mot que j'utilise, une option sur le top 4. On a mis une petite option sur les places en Ligue des Champions, et si l'OL est sérieux, je l'évoquerai en fin de vidéo, je pense qu'on peut assez logiquement penser que l'on pourra finir top 4. Voilà. Avant de commencer les amis, avant de passer au débrief du match, pensez si vous le voulez bien au petit pouce, là maintenant qui me fait extrêmement plaisir. Pensez aussi à commenter, à me dire vos différents avis sur le match, votre point de vue sur ce carton rouge d'Hendrick qui moi me paraît justifié, logique, parce que Hendrick, même s'il est hyper talentueux, tout le monde le sait, il faut qu'il apprenne à se contrôler parce que le petit, il est un petit peu nerveux, on va dire, un petit peu sanguin. Dites-moi quels sont vos hommes du match, vos flops du match, et surtout, pensez à vous abonner, activer la cloche et booster le contenu si vous ne voulez rien manquer. C'est parti, les amis, pour la première mi-temps. Une mi-temps qui, globalement, montre que l'OL a eu une forme de maîtrise et que l'OL aurait dû tuer le match un peu plus tôt. Avant de commencer, comme toujours, faisons un petit retour sur la compo de départ choisie par Paulo Fonseca. De retour, le 4-4-2 losange, c'est un petit peu la tendance depuis maintenant, je dirais, un mois, un bon gros mois, avec un OL qui s'anime à peu près comme ça. Je mets à l'écran la compo d'hier qui, même si ça bouge au fil du match, on a plus ou moins cette structure collective-là, avec dans les cages Dominique Greif qui, pour le coup, faut le dire, Dominique Greif, il nous sauve 3 points hier, parce que sans lui, sans ses parades de fin de match, je pense qu'on peut prendre le 1 partout, c'est quasiment une évidence. Devant lui, une ligne de 4 avec à droite Maitland-Niles, Mata, Niakate, latéral gauche, Abner, Vinicius, Vini qui, comme Maitland-Niles, a un rôle tellement important sous Fonseca. J'en parle souvent, mais les latéraux de Fonseca, comme à Lille, à l'époque, Thiago Santos et Ismaili, sont des joueurs qui sont tellement importants. Fonseca, il adore avoir des latéraux un petit peu polymorphes, hybrides, tantôt latéral, tantôt piston, tantôt réaxé dans le cœur du jeu comme numéro 8 bis. C'est la patte Fonseca. Et hier, Abner, sur les quelques occasions qu'a eu l'OL, notamment en première mi-temps, Abner, il est tellement important. Il est vraiment le joueur qui va brouiller les cartes. J'en parlerai là aussi après. Au milieu de terrain, on avait un trio, donc pointe basse, Morton, demi-espace droit, Tessman, demi-espace gauche, Narté, qui fait un très bon match, le Danois. Vraiment, faut en parler aussi, parce que lui, quand même, à peine il est arrivé, pour tout le monde, je pense, pour vous c'est pareil, les gones, c'est quasiment une affirmation. Oui, c'est un vrai bon joueur, et techniquement, ce qu'on voit de lui, c'est sacrément encourageant et positif. Et devant, donc une ligne de 3 avec à droite Hendrick, demi-espace gauche Morera, et un peu plus libre de tout mouvement, soit faux 9,5, parfois pointe haute du losange dans le carré du milieu de terrain de Fonseca, Pavel Schulz qui met encore une fois un but digne de Pavel Schulz, à savoir un but un petit peu à la Müller, parce que j'en parle souvent, cette comparaison je la fais quasiment à tous les buts, mais Pavel Schulz, c'est ce joueur qui a
qui a le flair. Il sent les bons coups, du genou, du tibia, du mollet, de la malléole, il plante des buts, c'est juste incroyable. Alors si on fait un petit résumé de la mi-temps, qu'est-ce qu'on peut dire ? Coup d'envoi, l'OL a une nouvelle stratégie maintenant, consistant en gros à directement mettre une pression folle sur l'équipe d'en face. Coup d'envoi, et là on est carrément 7 ou 8 qui se projettent dans le camp des Nantais. Le but il est simple, c'est mettre une grosse pression d'emblée dès le début du match et montrer un petit peu le ton. On est là et on veut prendre des points. Et il se trouve que sur l'action, là, il y a une faute d'Ablin. Alors, ça arrive, c'est des contacts qui, dans le foot, sont tellement coutumiers, habituels. Ok, pas de souci. L'arbitre dit, bon, faute, pas de carton. Moi, ça me dérange pas, ça me paraît normal. Début de match, une faute d'anti-jeu, bon, bah, ok, très bien. Sauf que le problème, c'est que quelques secondes plus tard, on a la même, ou quasiment la même, dans le sens inverse, Hendrick fait faute sur Ablin, et là, carton jaune. Alors les amis, franchement, vous me le direz en commentaire, mais moi, dès le début du match, j'ai senti la douille monumentale arbitrale qui allait se produire. Parce que, alors c'est rare que j'en parle, c'est extrêmement rare, quasiment jamais sur la chaîne, mais là, franchement, le coup d'envoi du match, il te montre directement que cet arbitre-là, Monsieur Vernis, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, il tient pas son match, et tout le long du match, ça a été ça, il n'a pas tenu les échanges. Et si le match se termine par un carton rouge et un stadier qui rentre, qui fait n'importe quoi et qui se croit tout permis, ça aussi j'en parlerai après, c'est juste la preuve que le match n'a pas été tenu d'un point de vue arbitral. L'OL est mis au parfum, on sent que voilà, c'est un match qui va être compliqué à manœuvrer, contre une équipe de Nantes qui veut prendre des points, qui joue le maintien et qui est loin, très très loin d'être sauvée en Ligue 1, dans un climat qui en plus est tellement spécial parce que dans les tribunes t'avais des banderoles de la Brigade Loire avec des slogans vraiment très marquants et surtout un tifo de génie, mais de génie, avec la tête du fils Kita et en dessous votre mercato c'est quoi, et on le voit répondre un truc du genre c'est la référence en fait à la dame qui fait ses courses je crois chez Leclerc. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi ? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Et ça m'a tellement fait rire. La référence, elle est juste exceptionnelle. Franchement, bravo aux supporters nantais qui ont eu le bagou de faire une banderole juste collector. Alors même si c'est un contexte qui est pour le coup pas facile, mais franchement, c'est du génie, quoi. Les banderoles de fou comme ça, c'est incroyable. Bref, je reviens au match. Donc un contexte particulier, on le voit très bien. Et je dirais que l'OL fait une entame de match moyenne. Alors c'est pas le bon mot moyen, je dirais plutôt une entame de match endormie. Endormi dans le sens où on a la possession, c'est vrai, on a quasiment, je crois, 2/3 du temps la balle, sur 15 minutes, c'est beaucoup, surtout à la Beaujoire, donc ça c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Pas grand-chose. Et le problème, c'est que l'OL, non seulement a une possession très très scolaire et convenue, stérile, mais en plus de ça, l'OL a quelques petits moments de déconnexion où on fait des erreurs bêtes, évitables, une perte de balle plein axe de Morton, pressing de Nantais qui était en 5-3-2, Kaba qui récupère le ballon, projection, crochet du gauche, frappe et poteau, côté gauche de Dominique Greif. Là, c'est un petit peu la première alerte qui montre que l'OL va devoir faire hyper attention parce qu'en face de nous, on a une équipe qui a la dalle, qui veut prendre des points dans un contexte revanchard, je pense. Et ça, il faut l'avoir en tête. Et c'est vraiment l'entame de match entre les choix arbitraux de Monsieur Vernis qui pose vraiment question et cette action où en transition on se fait fouetter, c'est, je trouve, le parfait résumé, le parfait échantillon de ce qui s'est passé hier sur 99 minutes de jeu. Vraiment. Donc, un quart d'heure qui est moyen endormi, mais il se trouve que juste après, et le momentum du match que je mets à l'écran le montre bien, dans la foulée, l'OL a, je dirais, peut-être 20 minutes de très grande qualité, ou de grande qualité, restons mesurés, avec pas mal d'occasions, et là on sent que voilà, l'équipe, on prend la mesure du match, et techniquement, on est en train d'imposer un rapport de force qui est logique, parce que quand tu compares les deux équipes, collectivement, tactiquement, techniquement, il y a 2 mondes d'écart, voilà, et je le dis en toute modestie, pardon aux amis nantais qui pourraient le prendre mal, mais c'est logique, quoi. Sur le papier, t'as des joueurs de classe que n'a pas Nantes, et t'as un collectif qui est bien plus rodé côté olympique que lyonnais. Donc c'est normal, on a plein d'occasions qui se produisent. Ça commence avec cette action qui est tellement bien menée, moi qui me plaît beaucoup, où on a Abner qui, dans ce rôle un peu polymorphe de latéral gauche, va dézonner. Il se réaxe, il prend le ballon, course verticale et progressive. Et sur un ballon long de qualité, il trouve Morera qui lui fait une course transversale et aussi incisive de la gauche vers l'axe. Il frappe.
frappe, parade de Lopez. Mais voilà, l'OL répond, l'OL continue à la 20e dans mon souvenir aussi, avec Narté qui frappe aux environs des 20 mètres de la cage d'Anthony Lopez. Ça passe à côté du poteau. Mais voilà, on sent une équipe qui reprend le bon bout du match, qui assoit une domination technique, footballistique, et moi ça me plaît beaucoup. On se dit tous, je pense que vous c'est pareil, que techniquement, logiquement, l'OL va faire une différence, l'OL va plier Nantes. C'est logiquement l'histoire du match qui voulait ça, et c'est justement ce qu'il s'est passé quelques instants plus tard, à la 25e, sur le but de Pavel Schulz. On est sur un long ballon, un petit peu renvoyé bizarrement par les Nantais. Moreira la récupère, contrôle poitrine, frappe du gauche. Schulz dévie du bout du pied, un but 100% Pavel Schulz, alias Thomas Müller, un but, c'est tellement Pavel Schulz, quoi. C'est un but où il a le flair, il sent les bons coups, il a cet instinct du numéro 9 sans pour autant être vraiment un numéro 9, il décroche, il est là, il est présent, il est inspiré, des buts du genou, de l'oreille, de la malléole, de la clavicule, bref, c'est incroyable, quel joueur, il est vraiment extraordinaire, parce que c'est un profil qu'on voit tellement rarement dans le foot de maintenant, parce que c'est pas un 10, c'est pas un 9, il est entre les deux, mais il est là, il est intelligent, il a un QI foot développé, et en plus il est sacrément attachant. Pavel Schulz, c'est vraiment un joueur qu'on aime beaucoup, et je pense que vous c'est pareil à l'évidence. Donc l'OL mène 1-0, et là on enchaîne, on continue, quoi. Faut insister un peu plus, c'est ce qu'on fait. L'OL continue avec des actions de qualité, il y en a une côté droit qui m'a marqué, et qui a été, c'est quasiment en plus le copier-coller d'une occasion qu'on a eue contre Metz à Saint-Symphorien, avec Hendrik à droite, qui met un ballon de l'extérieur du gauche, magnifique, quoi, bien touché comme ça, paf, vers Tessman, qui fait une course incisive vers l'avant, et là, il peut marquer, ça passe devant les cages d'Anthony Lopez, on rate le break, c'est un peu dommage, et en fait, l'OL, sur la fin de la mi-temps, globalement, on domine, on est bien, on a la possession. Si je prends les stats sur la mi-temps, on est à 60% de possession, c'est beaucoup. Donc l'OL est présent, l'OL assoit une domination. On est à 1,28 XG sur 45 minutes, c'est très très bien. Mais il n'y a que 1-0 et on est toujours là, comme d'habitude, un petit peu soumis aux aléas du match, à savoir des blessures, à savoir un but de raccro, un cafouillage ou, malheureusement, un carton rouge. Et c'est ce qui va se produire. Alors la seconde mi-temps, c'est un petit peu ce que je vous dis à l'instant, et la suite logique, à savoir que l'OL aurait dû tuer le match, l'OL aurait pu tuer le match quand tu as 1,28 XG sur une mi-temps et qu'en face Nantes, qui est l'équipe qui doit prendre les choses en main, qui doit prendre des points pour se sauver en Ligue 1, sur un match de gala contre l'OL, et qui n'a que 0,16 XG, on peut dire que l'OL a fait le taf, malgré un quart d'heure un petit peu endormi. Tout le reste, c'est plutôt pas mal. Mais il n'y a que 1-0. Et le problème, c'est que l'OL revient en seconde mi-temps avec un petit peu le même profil, le même esprit, je dirais, que lors de l'entame de match. Un petit peu endormi, un petit peu facile, un petit peu aussi, il faut le dire, suffisant dans l'attitude défensive. Coucou Hendrik, qui je trouve parfois ne fait pas assez d'efforts, manque un petit peu de hargne, ne soutient pas assez Maitland Nice. Donc l'OL revient un petit peu piano, tranquille, un petit peu endormi aussi. Et pas manqué, c'est vraiment le copier-coller exact de l'entame de mi-temps début du match, à savoir qu'on est, peinard, un peu trop facile, et sur une perte de ballon, je crois, de Narté, de mémoire, c'est El Arabi qui est rentré à la mi-temps, qui fait en plus une bonne entrée pour Nantes, qui change le match dans l'interligne. El Arabi prend le ballon, et là, il rentre côté droit dans la surface, percussion, frappe du gauche, et je trouve qu'on est sacrément attentiste. C'est l'un des gros problèmes de l'OL, une équipe qui, oui, maîtrise le match globalement, mais une équipe qui n'est pas consistante du début à la fin. Il y a quelques petits passages depuis quelques temps, un petit peu avide, et là, c'est vraiment ça. Si on prend le momentum du match, ça apparaît clairement à l'écran, on voit que l'entame, les 10 premières minutes, elles sont pour Nantes, malheureusement. Et le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là, même si l'OL est mieux techniquement, même si l'OL se crée une situation ou deux, malheureusement, il y a ce fait de match qui change l'histoire du match. C'est clairement le tournant de la rencontre avec ce carton rouge pour Hendrik. Et là, les amis, il y a un débat, je le sais. Sur Twitter, j'ai écrit en live, quand j'ai vu l'action, notamment en replay, j'ai écrit que pour moi, l'expulsion d'Hendrik était logique. Je le maintiens. Je ne dis pas que rouge direct, c'est mérité, parce que pour moi, c'est un petit peu sévère. Encore que, si vraiment on va au bout de ma logique, le geste est intentionnel, par derrière, méchant et impulsif.
Donc c'est quand même pas mal de critères qui correspondent au carton rouge direct. Ça se discute, ça c'est vous qui me direz en commentaire. Mais le principal, pour moi, il est ailleurs. Sur l'action, je fais un petit focus sur image. On le voit bien, on est sur un duel défensif entre Hendrick et Tabibou. Pas de problème, c'est un des duels parmi des dizaines au cours du match. Et sur l'action, Hendrick, il est en effet victime d'un fait d'anti-jeu. C'est clair, net, précis. Le Nantais ne joue pas le ballon, il joue 100% Hendrick. C'est comme ça, c'est un fait de match. L'arbitre a mal jugé, là-dessus, c'est vrai, on se sent un petit peu lésé. Et tout ça, ça vient aussi en accumulation des petits faits de match, l'entame de match, le jaune pour Hendrick, pas de jaune pour Ablin, le sentiment d'injustice. Tout ça, ok, je peux l'entendre. Mais sur l'action, c'est un duel qui est banal. Il n'y a pas grand-chose, quoi. On est à 1-0, tranquille, tu maîtrises plutôt bien le match. Il n'y a pas matière à péter les plombs. Il n'y a pas matière à péter les plombs. Et sur l'action, beaucoup m'ont dit, Mika, mais non, c'est involontaire. Regarde, il perd le contrôle de son corps, il perd l'équilibre, donc il veut se redresser, et là, il tape Tabibou. Je ne partage pas, les amis, mais alors, pas du tout, je ne partage pas du tout cette grille de lecture-là. Pourquoi ? J'ai revu l'action au replay, franchement, les amis, une dizaine de fois, pour être le plus précis possible, et pour livrer mon interprétation, et c'est vous qui me direz si oui ou non je me trompe. Moi, je pense que non, mais c'est à vous de me le dire. On fait un petit arrêt sur image, on voit que Hendrick, étape numéro 1, il est victime d'une faute d'anti-jeu. Ok, ça on le voit tous. Étape numéro 2, il perd le duel. Ça, ok, on le voit tous. Étape numéro 3, regardez son visage. Et ça, c'est pour moi le marqueur le plus révélateur de ce que je vous dis là. Un joueur qui ne fait pas exprès, qui veut jouer un duel, et qui sans faire exprès, tape la cheville du Nantais. Logiquement, son regard suit toujours le ballon. Il suit l'action. Mais là, au moment où il sent qu'il a perdu le duel, on le voit, c'est frappant. Je veux dire, il faut être objectif et transparent. Sur l'action, on le voit bien. Il perd le duel, son regard part directement à droite vers les tribunes, en mode fait chier, j'ai perdu. Allez, tiens, prends ça dans les chicots, bonne balayette, par terre. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Le regard d'Hendrick montre qu'il a déconnecté, en fait. Au moment où il perd le duel, il est déjà dans autre chose, un côté revanchard, injustice, on m'en veut, on me met des parpaings à tous les matchs, contre Lille, contre Metz, contre Laval, on me cible clairement, ce qui est vrai, on le cible. En Ligue 1, il est ciblé, c'est un target man, Hendrick, malheureusement. Et le coach l'a dit, il faut le protéger. Mais ça, c'est encore autre chose. Le problème, c'est que là, pour moi, il y a un geste qui est intentionnel. La jambe, les amis, regardez la jambe d'Hendrick. Au ralenti, c'est pas naturel. On est sur un corps qui est, par rapport au terrain, qui est perpendiculaire. Et sa jambe gauche, elle est à 45 degrés. Pourquoi ? C'est pas cohérent. Non, clairement, il y a un geste qui est là pour faire mal. Et c'est pas... En plus, allez, à la limite, on pourrait avoir un petit doute si on se disait, bon, on a affaire à un joueur qui ne fait jamais ça, c'est une première, bénéfice du doute, c'est un bon mec, ok, on met rien. Ok, ça, je pourrais l'entendre. Mais le problème, c'est que Hendrick, au Brésil, et surtout en Espagne avec le Real Madrid, il a eu une fâcheuse tendance à ce type de geste-là. Et chez nous, en Ligue 1, c'est pareil. À l'écran, je mets quelques petits extraits qui vous le montrent encore une fois, avec le Real, mais pas que. Rappelez-vous, contre Lille, il a eu ce geste, heureusement, il n'y a pas la VAR en Coupe de France, mais il te met une balayette au milieu de terrain à Romain Perraud, c'est rouge direct, c'est rouge. Et je crois même qu'il a recommencé contre Metz, dans mon souvenir, en 3-4 matchs, ce geste-là, il l'a fait au moins 3 fois. Donc pour moi, les amis, c'est juste intentionnel, c'est méchant, c'est gratuit, rouge mérité. Après, rouge direct ou pas, oui, ok, par rapport à la suspension, ça aura un impact, mais c'est pas le cœur du problème. Le vrai problème, c'est que Hendrick, il a une faculté à péter les plombs. Et après, le match change. Ça paraît normal, le match évolue, tu es à 10 contre 11, il reste une demi-heure, même plus, parce qu'à la fin, on se mange 9 minutes d'arrêt de jeu. Rien que ça, là encore, quelle folie, pourquoi ? Faut qu'on m'explique pourquoi il y a autant de temps additionnel, pour quelles raisons, qu'est-ce qu'il y a eu ? Envahissement de terrain, il y a eu un tsunami, il y a eu le Covid, enfin je sais pas, faut qu'on m'explique quoi, moi je veux comprendre. Bref, donc il reste quasiment 40 minutes à 10 contre 11, et forcément on souffre, là encore c'est logique, tu es à 10 contre 11, il y a de la fatigue, on est sur 7 matchs en 21 jours, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, mais malgré tout, malgré cet événement négatif, l'OL tient. Et la fin de match que l'on livre, les amis, là encore, c'est mon petit instant, mon plaidoyer, mon cri d'amour pour nos joueurs. Quel esprit, quelle mentalité, quel courage.
Quand tu vois ce qu'on fait, quand tu vois l'énergie que l'on déploie en fin de match, c'est juste fabuleux, quoi. Inclinons-nous et disons bravo, chapeau messieurs, chapeau. Moi, j'ai en tête une action où on a à droite Maitland-Niles et Mata qui vont se jeter comme des morts de faim tous les deux et qui vont te choper le ballon, qui sont contents de dire on a gagné, qu'on y arrive. C'est extraordinaire. Non, franchement, les amis, il faut le dire, il faut vraiment insister là-dessus, mais Fonseca et le staff, et aussi la cellule sportive, ils nous ont concocté un groupe de joueurs qui, humainement, d'un point de vue valeur mentale, morale et humaine, est incroyable. Je le dis, c'est mon point de vue, qui n'engage que moi, c'est le groupe qui, en termes de positivité, de valeur et d'affection qu'on a envers eux, en tout cas de mon côté, qui est le plus fort depuis très très longtemps. C'est juste exceptionnel ce que l'on voit. Des chiens, ça court partout. Pavel Schultz, regardez, Pavel Schultz, hier il fait un match un petit peu difficile. Alors il est là, 9,5, il se coltine 300 trop nantais, il décroche, il participe au jeu, il réussit pas tout. Mais c'est un chien. Moreira, Afonso Moreira. Ailier gauche, milieu gauche, latéral gauche, piston gauche. Il est partout. C'est un chien. Et c'est pas que, hein. Il y en a plein comme ça. Je veux dire, ce qu'on voit hier des joueurs, Mata, il fait un match de guerrier. Il est très critiqué en ce moment, c'est vrai, mais quand on voit le match qu'il fait hier, au courage, à l'abnégation, on y a caté, c'est admirable. Franchement, les amis, c'est admirable. Et je le redis, si nos joueurs m'écoutent en débrief de match, franchement, les gars, on est extrêmement fiers de vous. C'est admirable. Donc score final 1-0, l'OL gagne le match, ça paraît logique hein, si on prend les stats du match. On est au total sur l'ensemble de la partie. Côté Nantes, on est à donc 2 grosses occasions, nous 2 aussi. Pour eux, 13 tirs, nous 10. Donc c'est relativement équilibré, mais en termes d'expected goals, Nantes est à 0,76 et nous on est à 1,41. Beaucoup d'occasions, Tessman, Hendrik du droit, Narté, Moreira, bref, on a eu plein d'occasions. On aurait pu tuer le match largement avant, et après, à 10 contre 11, il fallait tenir, et l'OL l'a fait, donc chapeau messieurs, respect à tout le monde, et je le répète encore et encore, quand tu as un club qui est structuré et qui est aligné du haut vers le bas, verticalement, de la présidente Michel Kang jusqu'aux supporters, en passant par la cellule sportive, Mathieu Louis-Jean, les scouts, le coach, son staff, les joueurs et nous, ça ne peut que marcher. C'est une saison qui fait plaisir à tout le monde parce que enfin, je dis bien enfin, le club avance dans un même sens pour tout le monde. Et nous, on est en bas de la pyramide, on ne peut qu'adhérer à ça, c'est normal. Quand tu vois une équipe qui se dépouille, qui donne tout, qui ne triche pas, qui sont humainement des gars bien et qui en plus suivent à la lettre ce que le coach demande, et quand le coach a sous la main des profils que la cellule sportive a ciblés pour lui, et qu'en plus de ça c'est un truc qui m'a fait tellement plaisir, quand en plus de ça le coach dit en conférence de presse d'avant-match que Mathieu Louis-Jean et que Ben Charrier ont fait un travail de fou en lui offrant sur un plateau des profils de qualité comme Narté, moi franchement ça me rend fier. Ça me rend fier, je me dis que enfin l'OL travaille bien et avance dans le bon sens. On est 3e de Ligue 1 au classement, ça fait extrêmement plaisir. Et là les amis, c'est le gros coup, c'est l'option prise par l'OL pour le top 4 en Ligue 1, puisqu'on est donc 3e comme je vous l'ai dit, avec 42 points. Alors, pardon, pas 42 points, 41 plus 1, on va corriger, pour ne pas faire dommage trop appuyé à nos voisins d'un département infréquentable. Donc 41 plus 1 pour nous, on passe devant les Marseillais qui ont 39 points. Tiens, ça c'est fort aussi, parce que la presse, je me rappelle en début de saison, nous disait que l'OM, avec un effectif, un mercato ambitieux, des moyens très importants, un coach de grande qualité, Roberto De Zerbi, devait être le challenger du PSG. Et ma foi, à l'heure où on se parle, on est devant eux. Comme quoi dans le foot, rien n'est jamais écrit à l'avance, et surtout le foot est une science inexacte. J'en parle souvent, je le dis souvent, cette phrase-là est tellement vraie, le foot est une science inexacte. Parce que tu peux très bien avoir des moyens XXL, mais si tu as avant tout la cohérence du projet, tu peux faire de très très grandes choses. Et nous, on est extrêmement cohérent. Donc Marseille 39 points, Lille 33 points, Rennes 31, Strasbourg 30 et Toulouse 30 aussi. Ce qui veut dire que, les amis, si on est pragmatique, logique, à l'instant T, l'OL est en très bonne position pour finir top 4. Pourquoi ? Parce qu'on est à 42 points et que statistiquement, depuis maintenant 3 ans en Ligue 1, le top 4 se joue, en tout cas la porte d'accès au top 4, c'est à peu près 59, 60,
61 points, tout au plus. Donc là, il nous manque, je dirais, 18 points pour être plutôt bien. 18 points sur donc 13 matchs qu'il reste à jouer, donc 39 points possibles. 18 points sur 39, ça fait donc 6 victoires. Si l'OL fait 6 victoires en 13 matchs, et il nous reste à jouer des équipes comme Lorient, comme le PFC et d'autres que j'oublie, si l'OL prend 18 points, 6 victoires en 13 matchs, on sera mathématiquement en Ligue des Champions. Ça, c'est la vérité à l'instant T. Ça vaut ce que ça vaut, ça reste avant tout un point de vue statistique, mais c'est intéressant et ça montre bien qu'on est vraiment placé bien. On a une option sur le top 4 et si on continue comme ça, si on est sérieux, je pense que l'on finira top 4. Maintenant, il faut continuer et si on va au bout de la logique, on peut se dire aussi que 18 points sur 39 possibles, c'est moins d'1,5 point par match. Aujourd'hui, l'OL tourne à 2 points par match de moyenne. Il faudrait donc un petit écroulement de l'OL, la fin d'un sur-régime pour l'OL, pour qu'on puisse être à minima en LDC. Donc, je suis aujourd'hui optimiste. Je pense que l'OL a toutes ses chances de finir top 4 en Ligue 1. Et ça, les gones, ce serait quand même sacrément exceptionnel. Rappelons-nous d'où l'on vient et savourons où l'on est aujourd'hui. C'est vraiment le mot, la morale du match et la morale de l'instant T du momentum de l'OL qui est tellement positif pour nous. 12 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Bravo, chapeau, respect, messieurs. Alors rapidement, les tops et les flops du match. Au rayon des flops du match, on va aller à l'essentiel. Le flop du match sur le terrain, alors c'est un peu dur, je n'aime pas trop. Moi, je suis pas un grand fan des flops, c'est pas un truc qui me plaît, je n'aime pas tailler les gens. Mais bon, c'est le jeu qui l'impose, donc on va rester le plus objectif possible. Mon flop, assez évident, c'est Hendrick. Je pense avoir dit tout ce qu'il fallait dire sur lui dans ce match contre Nantes, sauf que j'ai oublié un point, donc que je vous dis maintenant. L'aspect comportement, c'est un truc. Son pétage de plomb, c'est un point qui pénalise l'équipe et lui aussi. Parce qu'il manquera sûrement 2 matchs minimum. Donc ça, c'est un point très négatif qui vaut déjà, rien que ça, le flop du match. Mais surtout, moi, il y a un point qui m'a posé problème, c'est que depuis quelque temps, depuis ce match contre qui ? Contre Metz ou Laval ? J'ai un doute. Plutôt contre Laval. Depuis 2 matchs, on va dire, je trouve que défensivement, il est nettement moins impliqué. Alors, est-ce que c'est une consigne du coach qui lui dit « Écoute, Bobby, écoute Hendrick, tu es quelqu'un qui fait de grosses différences offensivement, donc toi, je veux que tu sois le plus haut possible sur les phases de transition. » C'est possible. Dans ce cas-là, je critique pas, ça me paraît normal. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que sur des phases des séquences de jeu où on est un petit peu en galère, où on souffre, où Maitland Niles, il est dans du 1 contre 1, voire du 2 contre 1, il y a des moments où Hendrick, il est loin. Et les replis défensifs sont un petit peu lents, quoi. Et ça, j'aime pas trop. Cette équipe-là, notre équipe de l'OL, elle marche bien parce qu'il y a une cohésion globale collective. Si tu as un élément qui commence, alors consigne ou pas, peu importe, hein, si tu as un élément qui est au-dessus des consignes collectives et du pressing, moi, ça me déplaît. Donc voilà, c'est le petit point négatif. Et en plus, sans ballon, disons que quand l'OL avait la possession, ses déplacements, ses courses, j'étais un petit peu sceptique. Voilà, je trouve c'est un match sans, ça arrive, hein, c'est un joueur qui est jeune, il a 19 ans, il progressera évidemment, mais je trouve que sans ballon, en fait, autant avec ballon, c'est un joueur d'exception, parce que clairement, il a un truc en plus, ça tout le monde le voit, mais sans ballon, par moment, c'est plus compliqué, il y a du boulot à faire pour devenir vraiment un joueur complet, qui, aussi bien avec ballon que sans ballon, en bloc bas ou en bloc haut, peut être consistant. Mais mon vrai flop du match, c'est pas un joueur, c'est l'arbitre. Monsieur Vernis, pardon, mais c'est 0. 0 parce que là, je pense qu'il est grand temps de dire stop à ces arbitres qui ne comprennent rien au jeu. On reproche souvent au corps arbitral d'être très très protocolaire, d'avoir des versions très différentes selon les matchs, selon les arbitres en place. C'est vrai. C'est l'un des points qui pose problème en Ligue 1. Le manque d'équité entre les décisions arbitrales. Ça, ok. Mais moi, ce qui me fait le plus chier, et je le maintiens, ce qui me fait vraiment chier, c'est que nos arbitres, parfois, font preuve d'une incompréhension du jeu. Ça manque de sens footballistique. Il y a trop de décisions qui, d'un match à l'autre, ne sont pas les mêmes parce que l'arbitre comprend différemment. Alors oui, vous me direz, Mika, c'est le principe d'un arbitre. Arbitre égale arbitraire, arbitre égale celui qui prend une décision selon son jugement.
Ok, très bien, c'est le petit point philo, niveau terminal. Ok, pas de souci. Mais c'est pas possible, quoi. Quand tu vois des matchs où, je me rappelle cette faute immonde sur Chevalier à Louis II contre Monaco, il prend une semelle, il se fait broyer la cheville, on dit rien. Et là, hier, Hendrick, il fait une faute en début de match, hop, directement le cow-boy qui arrive, carton jaune. Pourquoi ? Est-ce qu'il voulait se le faire, oui ou non ? Moi, je pense que oui, clairement. Voilà, faut dire les termes. Il voulait se faire Hendrick, la petite star du Brésil qui vient en France, dont tout le monde parle, qui fait des centaines de milliers de vues sur Instagram, TikTok et autres. Il voulait se le faire. C'est tout, faut dire les termes. Moi, le comportement de Vernis envers Hendrick, dès le début du match, il me met la puce à l'oreille. C'est bizarre, c'est suspect. Et encore une fois, ce qui me gonfle, au-delà du rouge qui pour moi est mérité, je vous le répète, c'est mérité. Mais au-delà de ça, c'est que sur un match de Ligue 1 que tu attends, entre l'OL qui veut le top 4, faire un gros coup, et Nantes qui veut jouer sa peau, tu te dis, il y a un enjeu, il y a un contexte, c'est super, il y a la tension, la bonne pression du match de foot. Et bien dans ce match-là, à l'issue du match, le nom que tout le monde retient, c'est pas Pavel Schultz, c'est pas Dominique Greif, c'est pas Morton, c'est pas El Arabi, non, c'est qui ? C'est monsieur Vernis, l'arbitre du match, qui a, comme beaucoup de ses collègues, le syndrome du personnage principal. Celui qui veut prendre la vedette, qui veut exister, alors que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Un arbitre doit être discret, effacé, en retrait. Je prends une décision qui me paraît la plus juste possible, basta, on passe à la suite. Sauf qu'hier, c'est un cow-boy, carton jaune pour toi, et le banc de touche carton jaune, et là on dit rien, et là on met un jaune quand même. Il n'y a aucune cohérence, et ça frustre tout le monde. L'arbitrage en Ligue 1 est un problème. Je le dis rarement, mais hier, on peut se faire voler. Hier, on était à ça de prendre une douille, parce que globalement, même si le rouge est mérité, l'arbitrage est incohérent. Alors maintenant, au rayon des tops du match, il y en a plusieurs qui m'ont beaucoup plu hier pour différents motifs. Dominique Greif, déjà, il sauve l'OL, il faut le dire, parce que la fin de match, s'il n'y a pas 2-3 parades vraiment importantes, il y a un partout et peut-être pire, parce que le match peut après s'enflammer, c'est à Nantes, ils veulent prendre des points, on n'était pas à l'abri d'une remontada des enfers. Mais lui, il fait la parade qui sauve les meubles et on prend 3 points aussi grâce à ce qu'il a fait en fin de match. J'aurais pu dire aussi le match de Soldat de Mata qui sauve beaucoup de ballons. Mais mon vrai top du match hier, c'est Noah Narté qui encore une fois fait un match de qualité. Contre Lille, il avait été vraiment intéressant dans sa faculté à être propre sous pression, petit crochet, bonne passe verticale, double contact, gauche-droite, très bien. Contre Laval, un peu en dessous, plus neutre, plus effacé. Mais là, hier contre Nantes, j'ai vu un joueur décomplexé, tranquille, et techniquement, il est facile. Le garçon, il est copain avec le ballon, faut le dire. Ça se voit, c'est évident. Son rapport au ballon est de grande qualité, il est très facile, très à l'aise, et c'est un beau joueur de foot. Voilà, c'est même pas un box-to-box. Beaucoup ont dit qu'il avait ce profil de joueur complet, devant, derrière. Non, pour moi, c'est plutôt un profil de relayeur des temps modernes. Dans le Grand OL, on avait un relayeur qui était Thiago, le Portugais, mais dans un registre différent, plus lent, moins de mobilité, moins de tonicité. Lui, c'est un relayeur de 2026, complet, qui est techniquement très fin, qui est subtil, qui peut sur 4-5 mètres casser par la course progressive une ligne de défense. Ça, il sait le faire. Et hier, ce qu'il fait, bravo. Bon match, très complet, c'est un joueur hyper important. Et j'ai comme l'intuition que le staff sportif, que la cellule sportive a vu en lui un profil qui vraiment peut être d'ici 1 an, peut-être 6 mois, on verra bien, la relève d'un certain Corentin Tolisso. Je trouve qu'il a en fait alors pas tout, mais il a quelques points communs avec Corentin dans le profil de jeu, à savoir qu'il peut être bon sous pression et qui surtout peut apporter encore plus de verticalité. Si je fais un petit parallèle avec le LOSC de Fonseca d'il y a maintenant quasiment 4 ans, ouais c'est ça passe vite, 4 ans, il a, je pense, une utilité assez proche de celle qu'avait un certain Angel Gomez, rappelez-vous, dans ce profil de numéro 8, très technique, un petit peu libre, un petit peu en mode de volant, devant, milieu, derrière, tranquille. Il a un peu ce profil-là, en étant encore plus volumineux dans les courses sans ballon, et ça c'est un point qui est tellement important. On le sait, Fonseca, il veut intensité, mouvement, pressing, et évidemment, être un bon footballeur. Et lui,
Narté, il coche quand même beaucoup de cases. Voilà en gros les gones, tout ce que je voulais vous dire. Débrief qui, je l'espère malgré le retard, vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, commentez, activez la cloche, abonnez-vous et boostez. Je compte sur vous, merci à toutes et à tous. Et comme toujours, allez l'OL plus que jamais. À plus.